Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Les hommes du bataillon sont formés à toutes les urgences. Mais ce n'est jamais sans risque pour les marins-pompiers. Vitesse, feu rouge grillé, dépassement dangereux, alcool. À la faveur de la nuit, les accidents à Marseille sont souvent très graves. Sur le littoral marseillais, un bateau vide annonce un drame. Une enfant vient de faire une chute de plusieurs mètres. Tu bouges pas et on va descendre, ok? La jeune fille est passée au travers du hublot d'un puits de lumière. Une femme enceinte et son mari, perdus dans les calanques, ont lancé un appel de détresse. Il a pu se passer un drame parce qu'un bateau seul à la dérive, c'est pas normal. Tous les militaires des 17 casernes du bataillon de marins-pompiers de Marseille ont l'obligation d'avoir une forme physique exceptionnelle. Car dans le bataillon, il n'existe pas de temps mort entre les interventions. L'entraînement est quotidien. Être marin-pompier, c'est s'entraîner pour faire face. S'entraîner, et donc il faut à la fois dans le plan individuel et collectif, répéter, répéter. Donc la discipline, l'entraînement, la formation, la culture physique font partie de la survie du bataillon et des marins-pompiers et aussi font partie de leur efficacité. Ces soldats du feu font face jour et nuit à tous les risques. Urbains, industriels, feux de forêt, sur terre et sur mer. Pour faire face à certains risques, le bataillon de marins-pompiers de Marseille accueille des sections opérationnelles spécialisées. Les plongeurs de la SOS Aqua pour la section aquatique, la SOS Grain pour intervenir en milieu périlleux ou la SOS Héli pour les opérations d'hélitreuillage. Cette section intervient pour des opérations de secours en coordination avec la vedette de Pointe-Rouge. Des interventions qui nécessitent un entraînement régulier, tant pour les plongeurs de la SOS Aqua que pour les marins-pompiers à bord des hélicoptères. Car chaque hélitreuillage n'est jamais à l'abri d'une panne moteur ou d'une erreur de pilotage. Même si un accident d'hélitreuillage est extrêmement rare, le personnel navigant est formé à ce type d'éventualité et s'entraîne toute l'année au CETIS, le centre d'entraînement aux techniques d'incendie et de survie. Ici, les marins-pompiers sont formés aux techniques de secours dans les situations les plus extrêmes.
car le CETIS est doté de simulateurs qui recréent les conditions réelles de certains types d'incendies. Celui que va découvrir un groupe de marins-pompiers ce matin se situe dans le bassin d'entraînement de la caserne de la Bigue, proche du CETIS. L'instrument de torture, le voici. Un simulateur de crash d'hélicoptère. Cette cabine pourrait trouver sa place dans un parc d'attractions, à un détail près. Les sensations procurées vont au-delà du grand frisson. Les marins-pompiers y seront mis en réel danger. C'est d'ailleurs ce que l'instructeur va faire comprendre au premier contact à ces gradés encore souriants. Le but de cet exercice est de leur faire ressentir les sensations qu'ils vont avoir lors d'un crash hélico pour qu'ils puissent se sortir en toute sécurité ou en évitant la noyade, en évitant les blessures de cet accident. La particularité, c'est que nous sommes sous l'eau. On a cette sensation de paniquer très très vite. Nous essayons de leur faire ressentir ça pour qu'ils dépassent leur capacité et pour qu'ils puissent tenir plus longtemps en apnée et réaliser les gestes pour évacuer d'une cabine d'hélicoptère. Ce qui peut s'apparenter à un simple jeu demande en réalité une très grande maîtrise de soi. Pour faire prendre conscience aux marins-pompiers que l'exercice qui va suivre peut leur sauver la vie, la formation commence par une séance de cinéma. On connaît tous la même image du crash hélico. On va regarder une vidéo de crash hélico qui ont été filmés de l'extérieur. Vous vous posez tous la question, le simulateur il est ouvert de partout, c'est normal que l'eau rentre vite. Est-ce que dans un vrai hélico, l'eau rentre aussi vite? Eh bien, vous aurez la réponse dans cette vidéo. L'instructeur Jean-Marie a sélectionné quelques séquences impressionnantes pour plonger l'équipe dans le réel. Ces images qui circulent sur Internet ne montrent pas le drame qui est vécu à l'intérieur d'une cabine d'hélicoptère. Et pourtant, malgré les apparences, les chances de survie sont souvent liées à la gestion des émotions. Ne nous demandez pas ce qui va se passer, on ne sait pas. On ne sait pas si elle va tourner à droite, si elle va tourner à gauche, si elle ne va pas tourner, si elle va tourner à moitié, on ne sait pas. Puisque dans la réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. On est là pour l'efficacité. Le but, c'est sortir de la cabine. Dès qu'on rentre en stress dépassé, le cerveau ne peut plus réfléchir et vous vous agitez. Et en s'agitant, qu'est-ce qui se passe sous l'eau? Vous vous noyez, mais vous vous noyez pourquoi finalement? Parce que vous consommez beaucoup plus d'oxygène. Voilà. Allez les gars, vous vous équipez? Jean-Marie ne laisse pas le temps à l'équipe de trop réfléchir. Le stress viendra bien assez tôt. Tel un équipage de la NASA, les marins-pompiers rejoignent le bassin d'entraînement. Cette cabine peut embarquer 4 marins-pompiers. Équipés d'une tenue spécifique, chacun d'entre eux doit garder le casque réglementaire des marins-pompiers de Marseille. Pour sécuriser l'exercice, 2 plongeurs de la SOS Aqua pourront intervenir en cas de panique ou de noyade. Jean-Marie rejoint l'équipage pour donner ses dernières instructions et rappeler, une fois encore, que la manœuvre n'est pas anodine. Il vérifie que chacun des membres de l'équipage est parfaitement harnaché. Un débouclage de ceinture va s'avérer plus compliqué que d'habitude. Oui, mais je vais lui dire quand même, c'est ce qu'on disait avant, mais il y a des cas où tu ne peux pas te détacher au dernier moment. Ditching! Au premier essai, le crash test se fait tout en douceur. La difficulté pour les membres de l'équipage sera de se repérer dans l'espace aquatique tout en s'extrayant de leur fauteuil. Objectif, ne pas céder à la panique. Une fois détachés de leur siège, les marins-pompiers sont encore piégés dans une cabine dont les issues doivent être empruntées dans un certain ordre. Des plongeurs sont postés à l'extérieur en cas de pépin. Il n'est pas rare que certains candidats stressés brûlent tout leur oxygène et risquent un début de noyade. L'équipage d'aujourd'hui est composé d'anciens, pour la plupart des chefs de groupe, qui ont des années d'expérience. 3. Oh. Ouais. 4. Après, là, tu sens que le casque, il est parti, c'est hyper pénible. T'as vu comme il est? C'est hyper pénible, hein, le casque. Eh oui. Parce que là, sur le coup, autant sur un, c'est pas dérangeant.
Là, pour l'ouverture de porte, tu l'as là. Oui, et tu as complètement la notion qui se décale. Alors, par contre, ça, c'est bien comme expérience. Parce que franchement, la prochaine fois que vous survolez l'eau, vous savez que ce casque, il faudra vraiment... Ouais, ça peut coûter la vie, quoi. Ah, même pas, non, simplement pour... Juste pour ça. L'exercice s'est bien déroulé. Mais la température de l'eau ce matin ne dépasse pas les 17 degrés. Un handicap que l'équipe va devoir surmonter dans ce deuxième exercice. Car un crash hélico peut avoir lieu en toute saison. C'est en effectuant plusieurs essais que le groupe de marins-pompiers identifie parfaitement les sorties de la cabine d'un hélicoptère et la manipulation pour les ouvrir. Attends, je prends la brigade. Super. La ventrale. Moi, tout à l'heure, je me suis planté, j'ai pas surpris d'air. Les yeux fermés, un des marins-pompiers répète les gestes qu'il va devoir accomplir dans quelques instants. Sous le choc d'un crash suivi d'une rotation de 360 degrés, les membres d'un équipage doivent pouvoir rapidement reprendre leurs esprits pour s'extraire de la cabine. À chaque exercice, les marins-pompiers tentent de gagner ces précieuses secondes qui, un jour, leur sauveront peut-être la vie et celle de leurs équipiers lors d'une intervention de secours en mer. Sur ce deuxième essai, un des marins-pompiers a des difficultés à ouvrir une des issues de la cabine. Jean-Marie, l'instructeur, lui porte secours. De son côté, Patrick s'extrait de la cabine avec plus de calme et un casque cette fois bien fixé. 3, 4, c'est bon. J'ai ramassé. Tu veux faire la vie 5, 6. Ce que vous avez fait tous les deux, là, c'est les postes les plus durs. Il faut aller chercher la poignée de la porte, se détacher, aller chercher la poignée de la porte et l'ouvrir. Donc voilà, C'est très technique, il faut avoir le geste précis, ne pas se tromper de levier qu'il faut actionner pour dégager la porte. Avoir une poussée continue sur le boulot du pilote. Et tout ça dans un ordre défini où chacun a sa place, chacun a son rôle et tout le monde doit sortir dans un ordre précis. Donc faut faire confiance aux collègues qui est avant et celui qui est derrière moi doit avoir confiance en moi et c'est une chaîne. Parce que si le premier n'arrive pas à ouvrir la porte, ben, on reste coincé, on est tous noyés. Donc c'est vraiment un plus, c'est une très bonne expérience, vraiment. Ouais. Le crash test est un prérequis pour pouvoir embarquer et survoler les plans d'eau, en particulier sur les hélicoptères de la Marine nationale. Même si les accidents d'hélicoptères sont moins fréquents et meurtriers que les accidents d'avion, l'équipe internationale pour la sécurité des hélicoptères compte que dans le monde, l'on note 6 accidents par 100 000 heures de vol. 38% sont dus à une perte de contrôle en vol et 11% à cause d'une défaillance technique. Aucun accident n'a eu lieu en intervention avec un hélicoptère depuis la création du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Au cours d'une longue nuit de garde, une équipe de la caserne Saint-Pierre vient de partir pour une urgence très grave dans le quartier de Saint-Loup. Un accident de la route. Le 10e arrondissement de Marseille est traversé d'ouest en est par le boulevard de Saint-Loup, une ancienne route nationale. Bruno est de garde cette nuit. À gauche, au niveau de l'arrêt de bus. Un VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, est déjà sur place. On est alerté à 4 h du matin pour un accident de la circulation. Et donc là, moi, je me dis qu'à cette heure-là, ça peut être très grave puisqu'on est en fin de nuit. La fatigue, plus les comportements de certains conducteurs avec beaucoup de vitesse, fait que l'accident peut être très grave. L'équipe du SAMU vient d'arriver. Lors de l'accident, la victime a subi un choc d'une extrême violence. Dès leur arrivée, les marins-pompiers ont diagnostiqué un arrêt du cœur
caractérisée par une perte de connaissance, une absence de respiration et de pouls. En cas d'arrêt cardiaque, une victime peut avoir la chance d'être sauvée si elle fait l'objet d'un massage immédiat et continu. Donc là, moi, je me détache de l'état de la victime pour reprendre mes esprits et analyser finement l'environnement d'intervention. Le risque pour un accident de la circulation, c'est que à la fois les victimes qui sont déjà sur place puissent se faire à nouveau percuter par une autre voiture, mais qu'aussi nous, secouristes, on se fasse aussi percuter. Avec un calme qui contraste avec l'urgence de la situation, Bruno s'assure que l'équipe arrivée la première sur les lieux a fait les bons gestes. Comme couper la batterie du véhicule accidenté afin d'éviter un incendie, ainsi que le balisage de la zone pour éviter un suraccident. Bruno constate que les airbags ont bien fonctionné. Ils se déclenchent à la vitesse de 30 à 150 millisecondes, la vitesse d'un clin d'œil. Mais suivant la violence du choc associé au port de la ceinture, les airbags ne protègent le passager que dans 65% des cas. Alcool, malaise au volant ou suicide, la police se pose des questions. Ils sont dormis, je sais pas. Ouais, il n'y a aucune réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Il a foncé comme ça, pas possible. L'automobiliste aurait-il fait un malaise cardiaque qui aurait provoqué l'accident? Ce qui est sûr, c'est qu'il roulait très vite. La circulation à Marseille est particulière puisqu'on a un chevauchement entre des voies de type autoroute, des routes classiques mais qui sont très larges. On multiplie en fait tous les risques routiers possibles, mais ça n'empêche que les gens prennent de la vitesse. Donc Marseille est une ville particulièrement dangereuse pour la circulation. Cela fait maintenant près de 20 minutes que le SAMU tente de réanimer la victime. Suivant l'âge de la personne et son état de santé, certains cœurs se sont remis à battre jusqu'à 1 heure après leur arrêt cardiaque. Le massage cardiaque consiste à maintenir la circulation sanguine, donc l'oxygénation dans l'organisme. Le rythme de chaque compression est de 2 par seconde. Il faut alterner massage cardiaque et ventilation artificielle ou bouche à bouche à raison de 2 insufflations pour 30 compressions. Les équipes de secours se relaient auprès de la victime. Mais son cœur est toujours à l'arrêt. Les urgences sont arrivées en un temps record sur place, moins de 7 minutes. Mais les médecins estiment que les chances de survie diminuent de 10% à chaque minute écoulée sans intervention médicale. Il est 4h30 du matin. Bruno, qui s'est assuré que toute la zone est parfaitement sécurisée, assiste, impuissant, aux secours médicaux portés à l'automobiliste. Son cœur ne repartira pas. On débranche tout, Doc? Allez, messieurs, on débranche tout. On regrée l'ambulance. On reprend le matériel. La bouteille d'eau 2. Au moment où le décès de la victime est prononcé, je sais que je vais avoir des actions à mener, et cette fois pour rendre compte à ma hiérarchie. Donc je suis toujours dans l'action bien codifiée, bien régulière, et donc je me dis que ça fait partie de l'intervention classique. Nous, on met une couverture dessus, là, enfin un drapage unique. Et après, c'est la police qui se charge de la suite de l'intervention. Je ne dirais pas que je suis protégé de tout retour émotif à l'issue de l'intervention. Ça n'empêche que je vais me réserver des créneaux dans ma journée du lendemain pour y repenser. Saxo de Coste Saint-Loup, victime déclarée Delta Charlie Delta par le médecin de l'AR. Obstacle émis. Je me dis aussi que je vais rentrer et que je vais me coucher et que peut-être qu'il y aura une autre intervention d'ici la fin de la nuit, mais je me préparais déjà à la nouvelle intervention sans trop m'attarder sur l'intervention qui vient de s'écouler. Un accident mortel sur 3 à Marseille est dû à la vitesse. Le port de la ceinture permet de réduire la mortalité de 50% en cas d'accident. Direction cette fois, la caserne de Pointe-Rouge.
La Bonne Mer de Marseille de la Société nationale des sauvetages en mer, armée par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, est en activité permanente pendant la saison estivale. Donc là, on part au sud-est de l'île de Plagnier pour un bateau à la dérive. On a eu confirmation auprès de sa femme. Le monsieur serait parti ce matin. Le problème, c'est qu'à bord du bateau, il n'y a personne. Les marins-pompiers partent en urgence à la recherche d'un Zodiac qui se trouverait à la dérive quelque part entre le littoral marseillais et l'île du Plagnier. Située à 15 km au sud-ouest de la côte, cette île est la plus éloignée des îles marseillaises. Dans cette zone, un Zodiac peut se faire balayer comme une coque de noix par un gros cargo ou provoquer un accident avec un autre bateau. Sur le chemin, chaque membre de l'équipage tente de repérer le moindre objet flottant. Un corps, un gilet de sauvetage, un débris de bateau. Après 20 minutes de navigation, toujours rien à l'horizon. Lorsque tout à coup... On voit le bateau là-bas. Le Zodiac à la dérive semble vide de tout passager. Quand on arrive sur zone, je vois ce bateau qui est seul à la dérive. De suite, on se dit il a pu se passer un drame. Il a pu se passer un drame parce qu'un bateau seul à la dérive, c'est pas normal. Le Zodiac n'est pas endommagé, mais aucune trace de son propriétaire. On se pose plein de questions. Est-ce que le bateau il a été percuté par un autre qui, par exemple, a pris la fuite? Est-ce que la personne était simplement seule à bord du bateau, elle a fait un malaise et peut-être qu'elle qu'elle est simplement tombée en dehors de son navire? Ça arrive tous les ans que l'on récupère des corps inanimés à la surface ou au fond par on va dire, un peu de négligence. L'équipage décide alors en priorité d'explorer la zone sur un rayon d'une centaine de mètres. On constate, après avoir fait une reconnaissance à 360 degrés, qu'il y a un bateau en fait simplement à 800 mètres du navire à la dérive. Et on se dirige du coup vers ce navire de pêche pour avoir plus d'informations. Les propriétaires de ce bateau de pêche ont peut-être vu quelque chose, ou sont tout simplement impliqués dans un accident de navigation avec le Zodiac. Ont-ils recueilli la victime? Les marins-pompiers envisagent toutes les solutions. Alors la vedette met le cap sans perdre un instant dans la direction du bateau en question. À l'arrivée, un simple coup d'œil permet de constater qu'il n'en est rien de toutes ces hypothèses. Les occupants du bateau sont tout simplement en train de pêcher. Tout occupés à remonter un gros poisson, ils ne prêtent pas vraiment attention à l'arrivée de la vedette. Est-ce qu'à bord la personne à qui appartient le Zodiac? On n'arrive pas à voir le niveau. Il faudrait que vous retourniez à votre bateau, monsieur. Vous attendez quoi en fait là? Monsieur, il faudrait que vous y alliez là. Les marins-pompiers sont stupéfaits. Le propriétaire du Zodiac se trouve à bord du bateau de pêche et a laissé son bateau à la dérive au beau milieu de la mer pour rejoindre un compagnon de pêche au gros. Greg? En fait, là, il finit de remonter le poisson et après, il gagne son bateau. La vedette de Pointe-Rouge vient d'effectuer 30 minutes de traversée pour constater que le propriétaire de ce Zodiac a laissé son embarcation à la dérive sans se soucier des moyens mis en œuvre pour venir à son secours. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas dans la réalité, en fait. On est là, on est en stand-by, on est à environ 12 km des côtes. Et bon, on pourrait être ailleurs, quoi. Certes, les marins-pompiers ne sont pas des gardes-côtes. Mais laisser un Zodiac à la dérive constitue un danger qui pourrait très vite se transformer en urgence. Tant que la personne n'a pas récupéré son bateau, nous, on est sur place. Donc on se retrouve en fait bloqué pendant plusieurs dizaines de minutes parce que le propriétaire ne veut pas récupérer son bateau. Les pêcheurs de thon ne comprennent toujours pas pourquoi les marins-pompiers restent sur place. Parce que là, il y a un hélico aussi qui a été déclenché, c'est pour ça. Mais rien n'y fait. Le thon qui tire sur la ligne semble bien plus important que l'intervention des marins-pompiers de Pointe-Rouge et une alerte hélicoptère déclenchée. Le patron de la vedette annule l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc
reste stand-by sur votre site. Voilà. Paf. Les pêcheurs ne sont pas au bout de leur peine. Le thon récalcitrant continue de tirer sur la ligne, alors que le Zodiac continue de dériver au gré des vagues et du courant. Un bateau à la dérive qui est seul sans surveillance, ça peut être dangereux. Parce qu'en plus, il est dans un trafic où il y a des navires de commerce, des transports de passagers. Il faut savoir que ces bateaux-là, ils ne peuvent pas s'écarter d'un chemin en moins de 2 minutes. Car le Zodiac se situe en réalité sur une route maritime, très fréquentée par les porte-conteneurs, les pétroliers et les cargos qui se rendent au grand port maritime de Fos-sur-Mer. Ça peut être aussi propice à un accident. Une demi-heure s'est écoulée depuis l'alerte. Le propriétaire du Zodiac a décidé de passer outre la demande des marins-pompiers et met tous ses efforts et sa concentration à sortir son thon géant. L'équipage de la Bonne Mère de Marseille décide d'attendre calmement que le propriétaire de ce bateau achève sa pêche miraculeuse. Pas de chance, le thon reprend sa liberté. Il a lâché. Là, peut-être qu'ils vont réussir à nous écouter et à regagner leur bateau. L'équipage de Pointe-Rouge a terminé sa mission et retourne à sa base. Chaque intervention coûte en moyenne entre 800 et plusieurs milliers d'euros. Marseille, une ville sous haute protection. 2500 marins-pompiers veillent sur les 900 000 habitants de la cité phocéenne. Parmi les 17 casernes qui répondent à tous les appels de détresse des Marseillais, la caserne Saint-Pierre couvre l'est de la ville et ses 200 000 habitants. C'est l'une des plus actives. Si l'été, les risques de feux de forêt sont très présents, près de 2 interventions sur 3 sont consacrées à des personnes en grande détresse. Ok, très bien, je te remercie. Le centre opérationnel de secours de Marseille, le COSIM, vient de déclencher une urgence grave. L'appel de détresse vient d'une mère. Son enfant a fait une chute de plusieurs mètres. Par chance, le lieu de l'accident est à quelques centaines de mètres de la caserne. Mais il faut faire vite. Les marins-pompiers se dirigent vers la cour intérieure d'un immeuble moderne. La jeune fille blessée est inaccessible au premier secours. Bonjour, c'est là en bas? Ouais, on va pouvoir passer. Allez à... Ouais, passer par le Skydome, t'as quoi? T'as 4 mètres là, ici. De mon côté. Quand j'arrive sur les lieux, donc, je vois de suite en m'approchant du Skydome qui est cassé, un enfant de 8 ans qui est allongé au sol, mais qui est consciente, qui parle. Donc de suite, on peut s'imaginer que est-ce qu'elle est tombée sur la tête? Ou est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'éventuellement des bouts de verre ne seraient pas sur elle? Donc à ce moment-là, il faut réagir assez vite. Ça s'appelle comment? Meir. Accès par un rideau métallique. Comment tu te sens? Ouais, elle est là. Elle est conçue. Tu as mal au bras et au ventre. C'est une fille. T'as mal au bras? Mal au bras et au ventre? Allez, tu bouges pas? Allez, t'inquiète pas. Tu bouges pas et on va descendre, ok? Étant consciente, ça me permet quand même d'avoir un petit recul et d'analyser la situation pour savoir de faire au mieux où je vais pouvoir accéder. Si j'accède directement par le Skydome, je peux éventuellement faire tomber encore des bouts de verre sur elle et là, je risquerais d'aggraver ses blessures. Par contre, le chef de groupe organise immédiatement un dispositif pour extraire sans danger la jeune victime. Alors les gars, faites gaffe de ne pas vous appuyer sur le Skydome, qu'on casse pas plus. Hein? Est-ce que... Car l'accès par le hublot de verre s'avère délicat. En attendant les secours médicalisés, les marins-pompiers tentent d'établir un premier contact avec l'enfant. Déjà, c'est pas mal ça. Allez, t'inquiète pas, j'ai mes collègues qui arrivent, on va descendre, ok? La chute de 6 mètres est considérée comme une chute en excavation. Pendant ce temps, Fred fait une demande de renfort. Celle-ci, c'est un féminin de 12 ans qui est consciente. La maman de l'enfant a enfin réussi à joindre son mari pour lui annoncer l'accident. À travers le Skydome qu'il y a dans le jardin et elle est tombée dans le local en bas. Ça va? Oui? Le fait que l'enfant nous sourit nous rassure, mais il faut être vigilant
puisque son état, elle a quand même chuté de 6 mètres. Et il peut y avoir un état au niveau d'un traumatisme crânien qui peut être très conséquent et un aggravement des blessures. Le hublot de verre qui a cédé sous le poids de l'enfant donne accès à la réserve d'un entrepôt. À peine 8 minutes après l'appel de détresse, les urgentistes arrivent sur les lieux. Là, on va être beaucoup, c'est normal. Ah bah, regardez, il est là. Le doc, c'est... Elle est consciente, elle a mal au bras et au ventre, de ce qu'elle nous dit. Ok. Elle est passée à travers le Skydome. Malgré ses 6 mètres de chute, l'enfant est toujours consciente. Bonjour demoiselle, tu m'entends? D'accord. T'as perdu connaissance? Tu te souviens de ce qui s'est passé? D'accord. Tu as mal au ventre, tu dis? D'accord. T'as tapé la tête en premier? Tu t'en rappelles pas? Pendant ce temps, les marins-pompiers étudient le moyen le plus sûr et le plus rapide pour accéder en toute sécurité au local dans lequel la victime a chuté. Non, il est là, il est là. Dans sa reconnaissance, le chef de groupe vient de repérer l'entrée principale du local, mais il est fermé à clé. L'autre Skydome, pareil, dans le même local. À la rigueur, on peut peut-être passer par l'autre Skydome. Pas question d'attendre que le propriétaire du local arrive sur les lieux avec les clés. La décision est prise d'accéder à la jeune victime par l'autre puits de lumière. Les marins-pompiers disposent d'une disqueuse pour découper le Skydome. Cette découpeuse, équipée d'un moteur équivalent à celui d'une moto de 100 cm3 et pesant 10 kg, peut venir à bout d'une structure en acier de 13 cm d'épaisseur. Elle n'est utilisée que dans des cas bien précis. La disqueuse sert à l'origine à pratiquer des ouvertures dans les rideaux métalliques des magasins ou d'un garage. Les étincelles qu'elle produit prohibent toute utilisation dans un local où se trouverait une fuite de gaz ou des produits inflammables. Le Skydome doit être entièrement découpé afin qu'un binôme de marins-pompiers puisse descendre facilement dans le local. Le premier binôme aura pour mission de rester au contact de l'enfant, pendant que le second facilitera l'accès aux urgentistes et aux brancardiers par la porte principale. Allez, t'inquiète pas, ça fait pas trop de bruit en bas? Mais la jeune fille blessée commence à ressentir de violentes douleurs et présente quelques difficultés pour répondre aux questions des marins-pompiers. Doc? Doc? Le signe d'un stress émotif ou pire, les effets d'un traumatisme crânien. Une fois que le Skydome a été ouvert, on va dire que la première partie pour moi est gagnée, puisque maintenant on peut accéder rapidement à la victime. Attention les gars, là vous, à 2 secondes, on va commencer d'abord. Alors le premier pompier qui arrive à la victime a un rôle très important qui permet de nous faire un bilan de la situation qu'il voit en bas, ce que je ne vois pas moi en haut. Ça va mademoiselle? Et voilà, t'es plus toute seule, tu vois? Attends, je vais essayer de t'enlever là. Et il permet de rassurer surtout l'enfant. Et tout ça fait que ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir extraire cette victime. Pour gagner de précieuses secondes, une partie de l'équipe du SAMU va emprunter le même chemin que les marins-pompiers. Car la jeune fille doit être diagnostiquée au plus vite. Les chocs crâniens, très fréquents lors d'une chute de plusieurs mètres, peuvent provoquer un hématome, un épanchement de sang entre le cerveau et la boîte crânienne. Bonjour demoiselle, comment tu t'appelles? Tu peux arriver à bouger le pied? La jeune fille est toujours consciente, mais a des difficultés à bouger ses membres. Oui, ça y est, chérie. Ça y est, mon cœur. Le corps de la jeune victime doit être parfaitement immobilisé pour le transport. Le repose-tête, on puisse sur la hauteur de la tête. Tu arrives au niveau du bassin. Assisté des marins-pompiers, l'équipe de secours glisse un plan dur sous son dos. C'est le rachis lombo-sacré. Allez, Maïrem, t'inquiète pas. Équipier, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Lever. Soit pour poser, poser. Faudrait peut-être essayer de frapper. Oui, dans le camion. Le médecin du SAMU transmet un pré-diagnostic à l'équipe médicale spécialisée qui s'apprête à accueillir l'enfant aux urgences. Parfaitement conditionnée, la jeune victime sera transférée directement en salle de radio aux urgences de l'hôpital de la Timone,
situé à moins d'1 kilomètre du lieu de l'intervention. Grâce à une parfaite coordination des équipes et une relation tout en douceur avec la victime, la prise en charge de l'enfant a été assurée sans le moindre stress et en moins de 10 minutes. Ça va tellement vite quand on arrive sur les lieux qu'on n'a pas trop le temps de se laisser envahir par les émotions. On ne peut pas être impassible à un enfant. Notamment, je suis père de famille, donc je sais ce que c'est. Mais là, on essaie de garder le côté professionnalisme en disant, voilà, c'est un enfant. Il y a une mère de famille qui attend qu'on sauve son enfant. On est marin-pompier, on est formé pour ça. Et on essaie, et ça c'est par le biais de l'expérience et de l'ancienneté, on va dire, de mettre les émotions de côté. L'enfant se plaint de douleur au niveau de la partie inférieure du dos et du bassin. Mais par chance, elle arrive toujours à bouger légèrement ses membres inférieurs, le signe que la moelle épinière n'a pas été endommagée. Malgré une chute de 6 mètres, la jeune victime s'en sortira avec quelques contusions. Retour à la caserne Saint-Pierre. Nous rejoignons le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Cette section opérationnelle spécialisée vient de recevoir l'ordre de porter secours à des touristes en difficulté dans les calanques de Marseille. Au niveau du col de Sormiou, en descendant sur la calanque, c'est des marcheurs qui ont voulu couper, qui ont rester sur la route et qui se sont mis en kata en haut du falaise. Au cœur de la canicule estivale, une femme enceinte et son mari se sont perdus au beau milieu de la calanque de Sormiou. À quelques encablures de la cité phocéenne, cette calanque située dans le 9e arrondissement de Marseille est la plus prisée des touristes. Cela fait plusieurs heures que le couple en difficulté s'est perdu dans ce relief hostile et sauvage du parc national des Calanques. Épuisés et sans eau sous un soleil de plomb, ils ne peuvent rejoindre la route principale. Les Calanques ressemblent à des cartes postales de la Côte d'Azur des années 50. Elles constituent en général un point d'arrivée ou de départ pour les amateurs de randonnée. Mais beaucoup sortent des chemins balisés, mal équipés, sans connaissance du terrain et de ses pièges. Après, peut-être qu'ils sont soit arrivés avant... Non, avant 7h30. Ou alors ils ont mangé au resto à midi, ils ont le droit de descendre s'ils vont au resto. Chaque été, les marins-pompiers sont sollicités quotidiennement, jour et nuit, dans les Calanques pour des opérations de ce type. Emmanuel tente de situer le lieu où pourrait se trouver le couple en difficulté. Il choisit de s'arrêter dans un virage où le point de vue va peut-être permettre de repérer plus facilement les touristes. Le chef d'unité du GRIMP repère rapidement 2 individus au pied de la calanque. Lumini de Vgrimp Saint-Pierre, j'ai repéré les personnes, là, elles me font signe. Elles sont simplement dans un ébouli, on va aller à leur contact à mon niveau, on va les ramener sur la route de Sormiou dessus. Un des équipiers du GRIMP part aussitôt rejoindre les touristes. Il doit s'assurer au plus vite de l'état des victimes. Là, il y a juste ce petit passage où c'est un peu de la gravette, après c'est bon. Vous appuyez sur moi si vous voulez. Là, regarde, là, ça fait une sorte de petit chemin. En s'écartant des chemins balisés, le couple s'est laissé piéger par un pierrier. Un ébouli de pierre dans lequel une femme enceinte n'avait aucune chance de s'extraire. Impossible de progresser sur ce terrain de calcaire friable sans un bon équipement. Ici, le relief est recouvert d'une garrigue truffée d'épines et de petits cailloux tranchants. Putain, sur moi, n'hésite pas. Dans les Calanques, le thermomètre peut dépasser les 40 degrés le jour et chuter brutalement la nuit. Attendez-nous devant. Ouais. Ah ouais, mais là, aller en tongue dans les Calanques, ça ferait une bonne leçon. La prochaine fois, tu ne retourneras plus en tongue. Non, mais...
Une bonne paire de chaussures est indispensable pour progresser sur ce terrain torturé et instable. Le parc des Calanques, situé en proche banlieue de Marseille, est facilement accessible. Il attire 2 millions de visiteurs annuels, mais les expose à certains dangers. Sans l'intervention du Grimpe, ce couple serait resté coincé là toute une journée en plein soleil, et peut-être une nuit entière. Ah ouais, là, il va falloir serrer les dents 2 secondes. La douleur n'est qu'une information transmise au cerveau. Il faut contrôler cette douleur. J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ces touristes sont partis à l'aventure, dans les Calanques, comme l'on se rend à la plage. Bon, mais la prochaine fois, venez pas en tongs. Et on reste sur les chemins balisés ou quelqu'un sur la route, quoi. Surtout avec une dame enceinte. C'est pas sérieux. Vous n'avez pas d'eau? Si, on vient de la finir, l'eau, en fait. Dans le sac. Mais vous n'aurez pas de l'eau par hasard? Si, on vous donne une bouteille. Ouais. C'est possible de nous déposer au parking? Non, nous, on est plein, nous. Là, vous avez moyen de faire du stop. Il n'existe jamais de petite intervention pour les marins-pompiers de Marseille. Une opération terminée, le V-Grimpe Lumini et le V-Grimpe Saint-Pierre rentrent au CIS disponible. Ouais, ça fait partie des joies du métier. Aller chercher des gens qui s'aventurent dans des endroits où ils ne sont pas équipés pour et pas sur un chemin, quoi. C'est que des amoncellements de petits cailloux, de la gravette, ce qui fait que ça glisse beaucoup. On se croirait presque dans la neige. Et du coup, si on n'est pas avec des chaussures adaptées, même avec des chaussures adaptées, ça glisse. Alors, en tongs, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Les marins-pompiers du Grimpe effectuent en moyenne 130 interventions par an. 70% d'entre elles se font dans les Calanques pendant la saison estivale. Sur la zone de compétence de Saint-Pierre, on retrouve tous les types de risques, sauf la partie nautique. Donc le matin, je peux faire un feu d'appartement, l'après-midi, un grave accident sur l'autoroute et en début de soirée, un feu de végétation en zone périurbaine qui viendrait à se propager vers la forêt. Ce qui fait la spécificité de Marseille par rapport aux risques, c'est qu'on a tous les risques qui sont concentrés sur une même ville. Que ce soit donc le risque de secours à personne, ça c'est dans toutes les villes on le retrouve, mais également on a les risques maritimes, on a le risque portuaire avec les feux de navires. On a également le risque feu de forêt. On a également le risque RT, donc le risque technologique, tout ce qui est lié aux usines chimiques. Mais si Marseille, si je devais la traduire en un mot, j'appellerais Marseille l'exubérante.